Bonjour et bienvenue à tous. Nous poursuivons aujourd'hui l'étude de l'anatomie de l'appareil cardiovasculaire en mettant en place une série d'enseignements qui sera consacrée à l'étude de la vascularisation du cœur. Ce muscle creux et moteur principal de la circulation sanguine est vascularisé par un important réseau artériel constitué par les artères coronaires droite et gauche et leurs branches. Le retour veineux du cœur se fait par l'intermédiaire d'une veine principale que l'on appelle le sinus coronaire. Quant à la vascularisation lymphatique du cœur, elle est assurée par deux troncs collecteurs principaux, droit et gauche. Les deux artères coronaires sont les premières branches de l'aorte ascendante. Elles sont situées sous l'épicarde. On distingue l'artère coronaire gauche ou antérieure et l'artère coronaire droite ou postérieure. Leur calibre est de 3 à 5 mm. Celui de l'artère coronaire gauche est habituellement plus gros. Nous décrirons dans un premier temps la distribution modale, c'est-à-dire une disposition équilibrée qui permettra de définir chacune de ces artères coronaires ainsi que leurs branches, et qui permettra également de définir leur territoire respectif, sachant que la distribution équilibrée, modale, représente 30% des individus. Car en effet, il existe une grande variabilité de la distribution de ce système coronaire, avec les dominances droite et gauche, dans lesquelles l'une ou l'autre des artères coronaires aura un territoire plus étendu. On peut présenter l'origine du système coronaire généralement, et celle de l'artère coronaire gauche plus particulièrement, en représentant une vue de la base du cœur dont on aurait retiré les atriums droit et gauche, permettant de mettre en place le squelette fibreux sur lequel s'insèrent les valves atrioventriculaires et les valves artérielles, et permettant de montrer ainsi la naissance du système coronaire. Et donc, on aperçoit clairement l'artère coronaire gauche, qui surgit du tronc aortique, et plus particulièrement du sinus aortique, au-dessus de la valve sigmoïde gauche, et qui se divise peu après sa naissance en deux artères secondaires qui sont l'artère circonflexe et l'artère interventriculaire antérieure. Sur cette vue antérieure du cœur, schématisant sa face sternocostale, l'artère coronaire gauche chemine dans la dépression qui sépare l'artère pulmonaire de l'oreillette et de l'auricule gauche. Après un court trajet, elle gagne l'extrémité supérieure du sillon interventriculaire antérieur, où elle se divise en deux branches terminales. L'artère interventriculaire antérieure d'une part, et l'artère circonflexe d'autre part. L'artère coronaire gauche donne de multiples branches représentées par des rameaux vasculaires qui sont destinés aux parois voisines de l'aorte et de l'artère pulmonaire, en plus des artères circonflexes et interventriculaires antérieures, brièvement décrites précédemment. Vont naître donc de la ramification de l'artère coronaire gauche plusieurs rameaux vasculaires. Parmi ces rameaux, il faut distinguer l'artère graisseuse gauche, qui se ramifie dans la couche graisseuse placée sur la face antérieure de l'artère pulmonaire. L'artère circonflexe ou l'artère auriculo-ventriculaire. Cette branche à direction horizontale se porte à gauche et s'engage dans le sillon auriculo-ventriculaire. L'artère circonflexe donne des rameaux à l'oreillette et au ventricule gauche. Parmi ces branches, on distingue l'artère auriculaire gauche antérieure qui naît de l'origine de l'artère circonflexe. Il se porte en arrière et en haut, en cheminant sur la face médiale de l'auricule, et gagne la face supérieure de l'oreillette gauche.
Il donne des rameaux à l'auricule et à l'oreillette gauche, à la cloison interauriculaire et à la partie supéromédiale de l'oreillette droite. Il vascularise le nœud sinusal. Cette structure de tissu nodal est fréquemment vascularisée par la coronaire droite. Cependant, dans environ 30% des cas, l'artère du nœud sinusal naît de la coronaire gauche. La vascularisation du nœud sinusal est particulièrement importante et les atteintes de ce nœud sinus atrial expliquent les troubles du rythme cardiaque qui peuvent compliquer les infarctus de l'artère coronaire droite. Une deuxième branche, nommée l'artère du bord gauche du cœur, descend sur la face gauche du ventricule. L'artère circonflexe que nous retrouvons ici à la face inférieure du cœur va donner l'artère auriculaire gauche postérieure qui se distribue à la face postérieure de l'oreillette gauche. En se plaçant dans la partie gauche du sillon coronaire qu'il va venir parcourir de l'avant vers l'arrière, l'artère circonflexe va se terminer en s'anastomosant avec le rameau rétroventriculaire postérieur. Cette vue postérieure du cœur.
Les rameaux vasculaires sont destinés pour les parois de l'aorte et de l'artère pulmonaire, parmi lesquels il existe une artère graisseuse droite. Les artères auriculaires antérieures. L'une d'elles, nommée la branche atriale droite antérieure, est la plus volumineuse. Elle naît de la coronaire droite, près de son origine. Elle se porte ensuite en haut et en arrière et pénètre dans la cloison interauriculaire. Elle se distribue à cette cloison et à la face postérieure de l'oreillette droite. Ensuite, on a les rameaux auriculaires et ventriculaires qui naissent dans le sillon auriculo-ventriculaire. Parmi les rameaux auriculaires, on distingue l'artère auriculaire du bord droit. Le plus important des rameaux ventriculaires est appelé en raison de son trajet artère du bord droit du cœur. Dans le sillon interventriculaire inférieur, l'artère coronaire droite porte le nom d'artère interventriculaire postérieure. Et donne des rameaux ventriculaires aux deux ventricules, et des artères septales postérieures pour la cloison et les muscles papillaires. Ceci explique dans les infarctus septaux la possibilité de nécrose des muscles papillaires et de rupture de ce système anti-reflux assuré par les muscles papillaires et les cordages fibreux qui s'y insèrent. La première branche septale irrigue le nœud auriculo-ventriculaire, autrefois appelé nœud d'Ashofta-Wara. Ainsi, le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire sont dans la distribution équilibrée et dans la définition modale de la vascularisation du cœur, tous les deux vascularisés par des branches issues de l'artère coronaire droite. Les artères coronaires droite et gauche sont anastomosées entre elles dans 50% des cas. Ces anastomoses siègent dans la cloison interventriculaire, dans les sillons interventriculaires et auriculo-ventriculaires inférieurs, à la pointe du cœur, et autour de l'artère pulmonaire. Les anastomoses entre les artères coronaires ne suffisent pas pour former une circulation collatérale lors d'une oblitération. Ces anastomoses, de faible volume, sont fonctionnellement inefficaces, ce qui fait considérer les artères coronaires comme des artères terminales. Ainsi, globalement, l'artère coronaire gauche va avoir sous sa dépendance le ventricule gauche, ses faces antérieures, gauche et inférieure, l'atrium gauche et l'auricule gauche. Et par ses branches septales interventriculaires antérieures, elle va assurer la vascularisation des deux tiers antérieurs du septum interventriculaire et la vascularisation des muscles papillaires. Alors que l'artère coronaire droite va donc tenir sous sa dépendance la majeure partie du ventricule droit et la cloison interauriculaire, toute l'oreillette droite et une partie de l'oreillette gauche.
Alors cette distribution que je viens de vous décrire, qui est une description modale, ou distribution équilibrée entre les territoires droit et gauche, est celle qui est conforme à la nomenclature anatomique internationale. C'est-à-dire qu'elle permet de définir les différents segments des artères coronaires et les branches collatérales qui en résultent. Mais cette distribution équilibrée ne représente que le cas de 30% des individus. Dans les autres cas, donc les 70% restants, il existera une dominance. La dominance la plus importante étant la dominance droite, et donc qui représente à peu près 60% des cas. Et la dominance gauche est plus rare, puisqu'elle va représenter environ 10% des sujets. Alors, de façon très schématique, comment ça se passe ? Eh bien, lorsqu'il existe une dominance droite, tout se passe comme si la circonflexe se terminait en donnant la branche atriale intermédiaire gauche. Tout le reste est pris en charge par la coronaire droite. Ainsi, l'artère coronaire droite va donc cheminer dans la partie antérieure du sillon coronaire, va arriver ici à la confluence des sillons et va devenir interventriculaire postérieure, occupant tout le sillon éponyme. Alors que le rameau rétroventriculaire postérieur va venir remplacer ici la circonflexe jusqu'au bord gauche du cœur. Ainsi donc, dans les situations de dominance droite, l'artère coronaire droite va avoir sous sa dépendance le tissu nodal, l'atrium droit, le ventricule droit, l'atrium gauche et les faces postérieures et pulmonaires du ventricule gauche. Son territoire sera donc très étendu. Dans les situations de dominance gauche, eh bien c'est la coronaire droite qui se termine de façon très brève en devenant la branche atriale intermédiaire droite. Et c'est alors la coronaire gauche qui va prendre tout le relais de la coronaire droite. En particulier, l'artère circonflexe qui va reprendre les territoires rétroventriculaires et interventriculaires postérieurs, normalement irrigués par la coronaire droite. Et dans ces cas de dominance gauche, qui représente ici une minorité de sujets, eh bien le territoire vasculaire de la coronaire gauche sera bien plus étendu que celui de la coronaire droite. Alors ces variations sont intéressantes à connaître, compte tenu de la grande fréquence des pathologies obstructives des artères coronaires. Donc, la vascularisation du cœur est assurée par des artères coronaires, qui tiennent leur nom, car pris cette fois-ci dans leur ensemble, eh bien ils vont réaliser une couronne vasculaire autour du cœur. Cette vascularisation du cœur est fondamentale pour son fonctionnement. Et les troubles de la vascularisation cardiaque, les insuffisances, constituent une pathologie d'une très grande fréquence avec les pathologies angineuses et les infarctus du myocarde, qui signent des nécroses du muscle cardiaque lorsque des branches des artères coronaires sont altérées. Le foie fabrique des molécules appelées lipoprotéines basse densité, LDL, qui transportent le cholestérol dans la circulation sanguine. Ces particules peuvent s'accumuler sur les parois internes des artères, créant des lésions qui portent le nom de plaques d'athérome. Plus la plaque grossit, plus la circulation sanguine au sein de l'artère est obstruée. La coronaropathie apparaît lorsque les plaques d'athérome s'accumulent à l'intérieur des artères coronaires. Les artères se bougent de plus en plus, obstruant le passage du sang riche en oxygène en direction du tissu cardiaque. Un infarctus du myocarde, ou crise cardiaque, se produit lorsque le flux sanguin en direction du tissu cardiaque est obstrué. Cela peut être dû à l'accumulation de plaques sur les parois artérielles.
Le sang oxygéné, ne pouvant pas atteindre une partie du muscle cardiaque, ce muscle meurt ou est endommagé et le cœur s'affaiblit. Si la vascularisation artérielle du cœur est d'un point de vue des applications cliniques plus importantes à connaître, eh bien sachez que s'il existe un apport artériel, il existe par définition un retour veineux. Le système veineux du cœur est très riche. Les modalités d'abouchement permettent de distinguer deux groupes de réseaux veineux. Les veines qui s'ouvrent directement dans la cavité cardiaque, et puis le réseau veineux coronaire, formé d'une veine principale que l'on appelle le sinus coronaire, et qui draine l'ensemble du sang veineux provenant du tissu cardiaque, utilisant pour ça de nombreuses autres veines satellites. Donc à côté du système coronaire, le sang veineux du cœur va être drainé par deux types de veines que sont les veines cardiaques antérieures et les veines minimes du cœur. Ces structures représentant un système de faible importance dans le cadre du retour veineux du cœur. Les petites veines cardiaques ou veines cardiaques accessoires sont au nombre de 3 à 4 veines. Elles viennent de la partie antérieure et droite du ventricule droit et ça bouge directement à l'oreillette droite au-dessus du sillon auriculo-ventriculaire par des orifices appelés foramina. La plus importante de ces veines est la veine du bord droit du cœur ou veine de Galien qui monte sur le bord latéral du ventricule droit et s'ouvre dans l'oreillette droite au niveau de la base de l'auricule. Ensuite, on retrouve les veines de Tébésius, qui donnent leur nom à de petites vénules qui proviennent des parois du cœur et s'ouvrent dans les cavités voisines par de petits orifices, ou foraminula de la langue, et ce de manière complètement autonome et avec une grande variabilité. Les veines minimes du cœur se rencontrent dans les parois des oreillettes et dans les muscles papillaires des ventricules. Pour ce qui est du réseau veineux coronaire, il est représenté par la grande veine coronaire qui commence à la pointe du cœur sur sa face sternocostale et chemine de bas en haut dans le sillon interventriculaire antérieur. Arrivé à son extrémité supérieure, il s'infléchit à gauche et s'engage dans le sillon auriculo-ventriculaire, parcourant ce sillon jusqu'au voisinage de la face inférieure de l'oreillette droite, où elle se termine. À sa terminaison, sur la face postérieure du cœur cette fois-ci, la grande veine coronaire augmente brusquement de calibre. Ce conduit veineux terminal, dilaté et long de 3 cm, prend le nom de sinus coronaire. Ce sinus, qui est pourvu de la valvule du sinus coronaire à son orifice auriculaire, présente encore à son origine, c'est-à-dire à sa jonction avec la grande veine coronaire, une deuxième valvule dite valvule du foramen ovale. Celle-ci, en forme de croissant, s'implante sur la face antérieure du tronc veineux. Le sinus coronaire recueille le sang veineux de la presque totalité du cœur. Il reçoit en effet
la veine postérieure du ventricule gauche et longe la face diaphragmatique du ventricule gauche, près du bord gauche du cœur. La grande veine du cœur, précédemment décrite, draine les veines ventriculaires droite et gauche, la veine marginale gauche, les veines du septum interventriculaire et les veines de l'atrium et de l'auricule gauche. La veine oblique de l'atrium gauche ou veine de Marshall. Elle parcourt la face postérieure de l'atrium gauche. À son extrémité inférieure, au voisinage de son abouchement au sinus coronaire, la veine de Marshall soulève un petit repli de la séreuse péricardique, appelé le pli vestigial. La veine moyenne du cœur. Elle naît près de l'apex et parcourt le sillon interventriculaire postérieur. Et enfin, la petite veine du cœur. Veine de la face diaphragmatique, elle naît dans le sillon coronaire droit qu'elle parcourt. Elle draine la veine marginale droite. Et enfin, pour clore ce chapitre, un petit mot sur la vascularisation lymphatique du cœur. La surface du cœur est recouverte d'un réseau lymphatique sous-péricardique, dans lequel se déversent les réseaux du myocarde et de l'endocarde par l'intermédiaire des collecteurs périartériels. Du réseau lymphatique sous-épicardique par deux troncs collecteurs principaux. L'un gauche et l'autre droit. Le tronc collecteur principal antérieur gauche, situé bien évidemment à gauche, est formé de 2 à 3 vaisseaux lymphatiques qui drainent les ventricules. Il chemine dans le sillon interventriculaire inférieur et monte ensuite en contournant la face gauche, puis la face postérieure de l'artère pulmonaire. Et se termine dans un ganglion intertrachéobronchique inférieur. Le tronc collecteur principal droit a ses origines dans la partie droite du réseau. Il accompagne l'artère coronaire droite dans le sillon auriculo-ventriculaire, monte ensuite sur la face antérieure de l'aorte, le long du sillon interaortico-pulmonaire. Et se termine dans un ganglion précarotidien de la chaîne médiastinale antérieure. Il draine l'atrium droit et le bord droit du ventricule droit.